visage rayonne de l'esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Et maintenant, ma chantier allumer le feu. Le joli. Voilà, ben justement. Et ça nous ferait du bien parce qu'il fait un peu froid. Alors nous sommes toujours dans cette perspective d'admirer l'œuvre de Dieu sur la France. Donc comme un récit fondateur qui fonde la France, avec aussi une mémoire qui soit salvatrice. C'est-à-dire de nous rappeler dans l'histoire de France, à chaque fois que Dieu est intervenu pour redire son amour de ce pays dans la foi catholique. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Voilà, donc ces promesses du baptême, nous avons vu à chaque fois que Dieu est intervenu pour des raisons très importantes d'orientation de la France. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur les apparitions de la Vierge Marie, à la fois à la médaille miraculeuse, donc la chapelle de la rue du Bac, et puis aussi à Lourdes, dans la perspective de Je suis l'Immaculée Conception, à la fois quelque chose qui redonne toute la lumière aussi, l'importance sur l'autorité du pape, non pas une autorité qui est despotique, mais quand le pape, je dirais, proclame un dogme, il le fait dans un mouvement organique, ecclésial, avec tous les évêques, etc. Et il est chargé de l'unité. En 1830 déjà, c'était les apparitions de la rue du Bac au Marie conçue sans péché. 1854, la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. 1858, les apparitions à Lourdes. Un mouvement vraiment très, très, très important et où la France est au cœur même de cette affirmation. Et on avait vu qu'en même moment, il y avait à la fois une tentation de spiritisme, de vouloir, je dirais, contrôler l'avenir, l'ésotérisme en fait, hein, donc derrière, et puis aussi peut-être l'émergence déjà de ce qu'on appellera aussi le rationalisme, donc une forme je dirais, de négation de l'intervention directe de Dieu dans la vie des gens. Alors, évidemment, je pense aussi à Ratisbonne, à ces juifs aussi qui ont été convertis avec la médaille miraculeuse. Enfin, ça a été tout un mouvement tout à fait exceptionnel. Cette fois-ci, nous sommes au début du XXe siècle, ou plutôt dans le XXe siècle commençant, qui va arriver jusqu'à la guerre de 39-40, hein, de 39-40, la guerre de 45, on va dire, et l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qu'on assiste à l'entre-deux-guerres? Eh bien, on assiste à l'émergence de deux blocs qui ont des philosophies matérialistes, en fait. Si on regarde bien, ce sont bien les mêmes philosophies, mais en même temps des orientations évidemment politiques différentes. L'une, c'est toujours le matérialisme, mais dans sa forme, je dirais, libérale, ou un libéralisme absolu, où l'homme propriétaire peut faire ce qu'il veut, du moment qu'il thésaurise, il peut avoir même le monopole s'il faut, etc. Donc un capitalisme absolu, qui engendre de fait aussi une réaction, alors avec aussi une définition de l'homme, on va le voir après, de l'homme vraiment matérialiste, où l'homme est un travailleur, c'est tout, l'homme, c'est une machine à fabriquer. Et la nature n'est que matière à exploiter. C'est une variable, voilà, une matière à exploiter. Et de l'autre côté, on a le marxisme, enfin disons en tout cas le communisme, qui est inspiré du marxisme et qui est donc aussi une vision matérialiste, mais étatique, où c'est l'État-providence qui gère la collectivité de A à Z. Voilà. On peut faire des parallèles aujourd'hui aussi, hein, parce qu'en France, il ne faut pas se leurrer, on vit dans un État marxiste, enfin communiste, qui n'en a pas le nom, mais qui l'est, parce que c'est ce qu'on appelle l'étatisme dans sa grande, je dirais, splendeur, où on s'occupe de l'enfant dès qu'il est né, pratiquement, jusqu'à son vieillard, maintenant avec l'euthanasie, qui va être votée aussi.
où on assiste vraiment les gens. On les assiste complètement et on les empêche de prendre des initiatives Alors, ce sont deux pôles qui ont des philosophies identiques. C'est pour ça que je dis que c'est un matérialisme qui est déjà là, présent. Et on va voir aussi que la Vierge Marie, consciente de ce danger qui touche aussi le pays, va intervenir de manière tout à fait particulière. Ouais, c'est dommage qu'on ferme. Non, c'est pas ça, c'est la lumière. C'est la... Ah bon, Oui, bon. c'est bon. Voilà. Bon. Ouais, le soleil est nécessaire même, je pense, mais enfin bon, c'est pour le film. C'est pour les films. C'est pour le film. On peut pas se mettre de côté ou non? Je sais pas. Enfin bon. Non, mais non, on va Patrice, on va laisser. Vous regardez, Non, c'est surtout que de fait, on fait rentrer un peu de chaleur, mais. Ah oui. Bah, c'est le chef opérateur, allez, on lui dit. Allez. Chef opérateur. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de mieux comprendre ce qui est en jeu dans ce qu'on a appelé la théorie matérialiste, qu'elle soit le taylorisme ou que ce soit le marxisme. Qu'est-ce qui est en jeu, en fait, et quelle sera l'intervention ensuite de la Vierge Marie face à ce qu'on appellera aussi le mouvement l'international. Hein. Mais là, je voudrais qu'on dépasse même l'international pour voir aller d'abord au départ la conception matérialiste de l'homme. Alors, bon, il y a deux choses. Si on parle du taylorisme, c'est une organisation du travail, en fait. Le taylorisme, c'est une organisation qui a été mise en place à la fin du 19e siècle et qui permet de réduire énormément le temps de fabrication des choses parce que chaque personne est en fait dédiée à une tâche bien particulière. On travaille à la chaîne. En gros. Alors, il ne faut pas confondre le taylorisme avec le fordisme parce que le fordisme, lui, empêche carrément l'ouvrier de changer de poste, de se déplacer même. Parce que le taylorisme, vous avez une tâche, mais vous pouvez vous déplacer pour prendre un objet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux choses un peu différentes, mais l'un découle de l'autre, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le travail à chaîne. Vous avez un film qui était enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bah, tout le monde l'a vu, oui, bien sûr. sûr. Ça, j'en sais rien, les temps modernes. Si. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ceux qui l'ont vu. Charlie Chaplin, voilà. C'est un chef-d'œuvre. Donc sur le sujet, vous avez un film pas possible. Donc bien sûr, le taylorisme, ça produit donc une forte productivité, bien sûr. Une baisse des coûts, forcément, et puis une standardisation des produits, c'est-à-dire que vous produisez des produits qui sont tous identiques, donc ça permet après d'avoir des produits moins chers, etc., et de satisfaire tout le monde dans une même gamme. C'est-à-dire qu'il faut voir, par exemple, les voitures, elles étaient toutes de la même couleur, elles étaient toutes, vous voyez, c'était vraiment uniformisé. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a l'autre côté. L'autre côté, c'est la déshumanisation du travail. L'être humain, comme je vous ai dit, c'est une variable. La variable du travail, c'est une variable. Dans une équation excusez-moi de le dire comme ça, mais dans une équation de production, vous avez le capital, vous avez bien sûr les matières premières, enfin tout ce qu'il vous faut, les machines, etc. Et puis vous avez le travail. Tout ça, ça fait une équation qui permet de produire des choses. Je ne sais pas si je... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, quand vous avez cette équation-là, évidemment, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas toujours jouer, et puis il y a des choses sur lesquelles vous pouvez jouer, notamment sur la variable travail. C'est là-dessus qu'ils ont joué. Parce que quand vous avez eu l'industrialisation, le fait qu'on ait introduit des machines a permis de réduire énormément les problèmes de manutention, etc., d'augmenter la production. Et ça a absorbé les gens qui venaient de la campagne pour aller à la ville. Ça a absorbé la main-d'œuvre comme ça, pour leur donner du travail. Même s'ils n'étaient pas trop payés, ils avaient quand même de quoi manger, quoi, en gros. Si vous repartez en arrière, mais vraiment très, très en arrière, l'être humain, au départ, soit il fait tout lui-même, soit il commence par une histoire de troc, c'est-à-dire qu'il va échanger sa force de travail contre... vous voyez, soit on finit par un système industrialisé comme on en est demain. Ils étaient beaucoup exploités quand même, les gens. J'ai pas dit ça, je t'explique comment ça se passe pour l'instant. D'accord. Voilà. Ils appelaient ça le sel. Même pas. Non. Même pas. Quand tu es le début de l'économie, c'est quoi?
Quand tu es au début de l'économie, que tu es... Non, mais quand tu es au début de l'économie complètement, que tu as des êtres humains, forcément, les êtres humains, au départ, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils fassent leur maison, etc. Quand d'un coup, ils ont besoin d'eau, il faut qu'ils se mettent à plusieurs pour aller chercher à la rivière et faire un canal, par exemple. Mais pendant qu'ils font le canal, ils ne peuvent pas cultiver. Ils ne peuvent pas chasser. Donc après, on échange des choses par rapport à ça. Un service rendu. Oui, vous voyez ce que j'appelle ça, ça a été la première étape, le troc. Puis après, comme ça devenait de plus en plus compliqué, on se retrouve avec de la monnaie. Et après, bon, on en arrive à où on en est aujourd'hui. Vous comprenez à peu près comment... Enfin, c'est le fonctionnement de l'être humain, hein, tout simplement. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisation du travail jusqu'à présent, elle était surtout organisée de manière un peu patriarcale, familiale, avec ce qu'on appelle aussi les corporations. Et chaque corporation, bien sûr, travaillait dans son domaine, avec des règles assez strictes pour ne pas engendrer un déséquilibre entre ce qu'on fabrique, ce qu'on vend, et ne pas faire donc trop entre guillemets, de réserve, de sorte qu'il n'y avait pas de monopole, le risque aussi du monopole à ce moment-là. Et ça va sauter avec avec la Révolution française. D'ailleurs, les corporations sont éliminées. Et on va voir ensuite que va naître précisément cette mentalité où le temps c'est l'argent. Et il faut savoir simplement, l'homme n'est au fond qu'un ouvrier au sens... c'est un rouage. Un rouage, voilà, d'une grande machine, ouais. Et on doit l'intégrer dedans. Ce qui aura pour effet aussi donc de faire naître ces deux courants dont je parlais, à la fois le capitalisme absolu et le communisme, qui sont deux tentacules en fait d'une même source, d'une même matrice, qui considère que l'homme c'est en fond un type digestif, un organe sexuel à pouvoir et encore même presque une machine. Enfin voilà. Donc la dimension, je dirais, les droits de la personne humaine, les droits fondamentaux, à la fois de vivre, de travailler bien sûr, mais aussi de pouvoir se reposer, de pouvoir fonder un foyer, d'avoir des enfants, enfin, de ne pas être empêché de croître. Eh bien, tout ça disparaît au profit alors soit du capital, où on va vous payer, mais on pourra même vous payer très bien, mais ce qu'on vous demande, c'est d'oublier votre famille et pas tout le reste. Vous devez travailler corps viable à merci. Ou alors, de l'autre côté, c'est l'État qui s'occupe de vous, vous n'avez rien à penser, on vous donne le minimum, entre guillemets, pour vivre, avec vos droits sociaux éventuellement, parce que si vous ne faites pas ça, on vous retire vos droits sociaux, mais en fait, au profit d'une collectivité, le collectivisme, ce qu'on appelle le collectivisme, avec une espèce éventuellement de société sans classe qui serait paradisiaque. De l'autre côté, on a une société qui est très inégalitaire, évidemment. De l'autre côté, une société qui se voudrait très égalitaire, mais qui en fait est un leurre là aussi. Et en fait, qui va être très inégalitaire à un moment ou à un autre. Ça, on le sait. Voilà, y a pas de... Mais la matrice, c'est la même. C'est-à-dire que c'est vraiment la tentation de réduire l'homme, finalement, à un esclavage, en fait. L'homme, et d'ailleurs, moi je pousse un peu plus loin. Aujourd'hui, on voit bien que l'homme, il y a un mépris de l'homme dans sa nature, qui est considéré d'ailleurs comme devant disparaître, plus ou moins. Il va falloir qu'à un moment, c'est la machine qui va le remplacer. C'est même l'homme est un prédateur, donc il faut pas du tout procréer. Il ne faut plus avoir d'êtres humains. Il faudra avoir que des machines. Il y aura seulement les gens un peu aisés qui pourront avoir d'autres vies. Avec, ceux qui gouvernent le monde. Quoi. Alors, oui, enfin, qui seront aussi eux-mêmes des rouages, hein, déjà. Il faut pas il y a la face cachée aussi de tout ça. Alors là, on est au début, si vous voulez, fin du 19e siècle, début du 20e, et donc toutes ces théories prennent une expansion. En gros, pourquoi ça pose problème? Parce que en Angleterre, c'est tout a démarré en Angleterre. Oui. En Angleterre, vous vous trouvez avec un capitalisme qui est assez débridé, je dirais même complètement débridé. Oui. Ce qui fait que les gens travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et en France aussi. Oui, mais c'est venu après. Oui. Je veux dire, eux, ils ont vraiment eu... D'ailleurs, on voit bien, même aujourd'hui, la mentalité des Anglais et des Français n'est pas tout à fait la même. Hein. C'est pas tout à fait... Le pragmatisme. Non, oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, il a raison. Quelque part, Michael a raison. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a une globalisation, enfin, c'est mondial. Je veux dire, c'est même plus la France, l'Angleterre, c'est complètement mondial. Cette idéologie s'est répandue. Et la globalisation, ce qu'on appelle la globalisation, c'est ça, en fait. Donc,
effectivement, il y a ces deux pôles. Et sur ces deux pôles, il faut avoir des idées claires parce que l'Église est intervenue. Elle est intervenue et sur le capitalisme absolu, et ça c'est toute la doctrine, la pensée sociale de l'Église, qui va prendre la défense justement des hommes par rapport à ce monstre qui voudrait en faire des rouages simplement. Donc en rappelant les droits fondamentaux de toute justice sociale qui doit être centrée, orientée sur la personne humaine, qui est la richesse. La richesse, c'est pas la productivité, c'est pas la production, c'est la richesse, c'est d'abord humaine. C'est-à-dire que si on produit, c'est pour le bien des hommes. Et si les hommes sont là, voilà, ils sont là pour apporter leur richesse, donc leur créativité, l'élan, etc. Donc il y a toute une doctrine sociale qui va s'élaborer à partir du XIXe siècle, avec l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, et puis qui va augmenter, il y a Quas Primas, 40 ans après avec Pie IX, et ils vont aborder toutes ces questions. Ces papes d'avant-guerre, enfin d'avant la dernière guerre, vont publier des encycliques sur le capitalisme, sur le communisme, et bien sûr sur aussi l'idéal national-socialisme, hein, l'autre pendant aussi, enfin c'est la même chose, c'est les mêmes racines, c'est les mêmes matrices aussi. Alors, donc, ben voilà, Zorro est arrivé. Donc vous avez donc le capitalisme d'un côté, comme on vous a expliqué, qui repose sur la propriété privée du capital et des moyens de production, bien sûr avec un salariat, hein, et une recherche de profit. Ça, c'est le capitalisme. L'Église est intervenue parce que ben, justement c'était franchement débridé. Il y a des lois qui ont été rapidement passées quand même pour limiter le travail des enfants. Voilà. En France, il y a eu quand même des sociétés aussi qui se sont intéressées au bien-être de leurs employés en faisant ce qu'on appelait à l'époque du paternalisme, et ils ont construit des usines avec à côté des les chrétiens sociaux, hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, ils ont construit La participation aux bénéfices. non, c'est pas ça. Ils construisent des écoles, des maisons. Mais ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai aussi. Par rapport aux usines et tout ça, et comme il s'appelle un grand président, il a fait ça au niveau des usines. Oui, c'est vrai. Mon époux, à un moment, je veux dire, électromécanicien sans aucun bagage, je veux dire, il a eu la participation aux bénéfices pour redonner, je veux dire, à l'industrie et autres, je veux dire, aux familles, dans le sens de vivre mieux, et pas de supplanter le patronat dans le sens qui fait du bien à son ouvrier. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que c'est une interaction. C'était une interaction. Donc d'un côté, vous avez quand même des lois qui ont été votées, mais ça a été lent d'arriver à certaines choses. Et ça ne s'est pas toujours passé dans la... Non, c'était très dur. Voilà. Très dur. En réaction, je dirais que vous avez eu Marx qui, ayant vécu l'industrialisation de l'Angleterre, a écrit donc après le Capital, et puis avec Engels, il a écrit le manifeste du Parti communiste. Donc le communisme, oui, alors, un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Jésus était communiste. Non, Jésus n'était pas communiste, je veux dire, c'est bien Marx et Engels qui... il n'y a pas d'évangile selon saint Marx. Désolé. Non, mais il voulait dire ça parce que... Parce que c'était par rapport au partage. Oui, avec le Christ. c'est ça. Non, c'est pas le même esprit. Non, mais on est d'accord avec toi. Mais eux, ils parlent aussi de l'égalité. C'est ça. C'est uniquement matériel. Il n'y a pas de dignité. Enfin, la dignité humaine, pour moi, quand on tue pour avoir le pouvoir. Non, mais je parle pas de... Non, on ne parle pas de ça. Voilà. Moi, c'est un truc qui d'un coup, Oui, me pose problème. Non. Mais c'est pour expliquer pourquoi ils pouvaient penser que certains disaient que c'était l'évangile d'aujourd'hui moderne, le communisme, parce qu'en fait c'était la main tendue, c'était le partage, etc. C'était bon. Donc on sait un peu tout ça. Voilà. Il partageait tout, etc. Mais en fait, de fait, l'encyclique Quas Primas répondra à ce que Pie IX va appeler un évangile inversé, c'est-à-dire une inversion de l'évangile. Mais là, ça serait intéressant de lire au tout début du marxisme, comment, après la révolution bolchevique, comment l'Église intervient pour dénoncer l'idéologie derrière. Bien sûr, aussi en montrant que si le communisme est né, si en réaction aussi face
au taylorisme, enfin disons au Le capitalisme, terrorisme, c'est le XXe siècle quasiment. au hein, c'est pas le- capitalisme absolu. c'est la fin du 19e et du 20e siècle, le terrorisme, c'est ça. carrément. Je veux dire, il faut remettre les choses en place. Ça s'est fait progressivement, de plus en plus dans la recherche d'une vitesse de production. Mais ce qui est voilà. important, c'est de comprendre qu'on est dans des visions matérialistes. C'est-à-dire où il n'y a Tout est pas, matériel. l'homme n'est qu'une matière en fait. Il n'y a pas d'esprit en lui, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de, je dirais donc de perspective autre que la productivité. C'est un utilitaire. je dirais. Un consommateur, un consommateur, utilitaire, tout ça. voilà. Il n'y a rien d'autre. Tant qu'il produit, tant qu'il est utile, voilà, il vaut quelque chose. Quand il n'est pas... Comme une machine. Voilà, comme une machine. Et si ça ne marche pas, voilà, on jette. Et puis, il est au service d'un bien qui... Alors, dans le capitalisme, ça va être au service de fortunes qui vont devenir de plus en plus anonymes. Donc, un espèce d'anonymat qui écrase aujourd'hui, vous voyez bien comment c'est compliqué. Dans le marxisme, c'est au service d'un État-providence qui vous garantit le paradis, en fait. Mais cet État, comme ce capitalisme absolu, ont droit de vie et de mort sur les gens. Ils ont droit de vie et de mort. Si pour y arriver, il faut supprimer 2/3 de la population, ben on le fait. Si pour y arriver on fait une guerre, on la fera, etc. C'est tout. C'est que des produits. Voilà. Et dans, ça n'a pas toujours été. Pas à l'échelle mondiale, enfin disons, de l'organisation aussi huilée. Non, je pense pas. Ça a toujours été la tentation, hein, on est clair. C'est clair. Hein. Il y a toujours eu des esclaves, etc. L'exploitation de l'homme par l'homme. C'est ça, c'est ça. L'exploitation de l'homme par l'homme. La matrice est toujours présente depuis le début de l'humanité. Hein. Qu'as-tu fait de ton frère? Est-ce que je dois m'occuper de mon frère? Est-ce que je suis garant de mon frère? Gardien de mon frère, gardien de mon frère. On a la racine ici de pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. Ouais, mais c'est parce que la démographie, elle a augmenté. Non, ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Non. L'Empire romain, il était 50 millions d'habitants. Oui. L'Empire romain. Oui. Aujourd'hui, nous, un campagne, on est combien? Non, mais ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire par là, c'est pas les guerres ne sont pas à cause de la démographie. Les guerres, le ressort des guerres, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Ça n'a rien à voir avec la population. Moi, je parle d'un ensemble. Je ne parle pas que de la guerre. Non, mais La société, comment nous vivons. Oh, je ne crois pas que ce soit lié à des... Au contraire, regarde, aujourd'hui, on est tellement mal avec la démographie, puisqu'on n'a plus de quoi renouveler, que là, on est perdu. Les gens, il y a des sociétés entières qui sont en train de disparaître, en fait, et on ne se rend même pas compte. Et oui, je crois que c'est pas du tout... Le problème, pour moi, n'est pas là. C'est une mentalité aussi très matérialiste qui s'est instaurée. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais on va rester parce que je voudrais arriver sur les apparitions. Mais est-ce qu'on peut dire que... Ce que je voudrais, c'est que vous comprenez bien que le danger qu'il y a, c'est un danger, je dirais, un danger... Enfin, matérialiste, c'est ça en fait. Ce qui est important, c'est de bien discerner ce qui, même dans nos sociétés dites démocratiques, sont des sociétés qui tuent l'âme en fait, qui tuent la dignité de la personne humaine, qui la nuit de A à Z. Ils n'en ont pas besoin. Ça va à tous les niveaux, du prêt-à-penser, prêt-à-porter, prêt-à-manger. On s'en fout complètement du moment que c'est de l'argent et on globalise tout, et puis en fait, on vous demande surtout de ne pas penser. Alors vous avez évidemment des pouvoirs qui sont démocratiques, des pouvoirs qui sont totalitaires, mais à un moment ou à un autre, l'Église est intervenue aussi pour dire, attention, il y a aussi dans la démocratie telle qu'elle est pratiquée, une forme de totalitarisme. Donc il faut comprendre ce que veulent dire les papes. Alors moi je voudrais, oui, allez-y. Le monde d'aujourd'hui n'a pas tellement changé. Ah ben non. Je veux dire, l'homme est encore de plus en plus esclave. On lui donnait une certaine liberté, on l'a rendu esclave de cette liberté et de cette consommation à outrance. Oui, oui. C'est une forme d'esclavagisme, pareil. Oui, parce que parce qu'il n'y a plus de bien et de mal. En fait, c'est ça le vrai problème. Est-ce qu'il y a une morale? Est-ce qu'il y a une éthique? Est-ce qu'il y a une éthique aujourd'hui? Là, on va voter bientôt l'euthanasie.
Il n'y a plus d'éthique du tout, c'est-à-dire que c'est le bien et le mal. Autrefois, le non-assistance à personne en danger, c'était condamnable. Et aujourd'hui, avec la loi qui va être votée, les enfants, bien sûr, les trisomiques, les personnes âgées, les personnes handicapées, c'est peanuts. Si je peux me permettre, ce qui est pire, c'est qu'aujourd'hui, l'école publique, Chanton, il y avait un collègue de mon mari qui a encore 4 ans à faire, qui est de formation ingénieur, qui a eu le CAPES, qui est tout ça. Il dit, mais on est en train de construire des abrutis, on est en train de oui, alors tout ça, lessiver, c'est dramatique. Oui, Et l'école, c'est dramatique aujourd'hui. Et pourtant, ceux qui sont construits avant, ils n'avaient même pas le certificat d'études, ceux qui ont construit avant. et oui, justement, parce Tout qu'ils au réfléchissaient. départ. Voilà. Parce qu'ils réfléchissaient, ils avaient une transmission, ils avaient une tradition. Ils transmettaient les Je choses. transmettais les choses. Alors, est-ce que tu peux aborder la question donc comment dire? Alors, on a vu l'industrialisation. Bon, tu as fait un beau travail. Est-ce qu'on peut aller directement sur les encycliques du pape? Les encycliques. Alors, bon. Donc, comme je l'ai dit, il y a la réponse catholique au capitalisme et au communisme. C'est un humanisme intégral. Donc on a, alors là franchement en latin je suis extraordinaire. Rerum Novarum. Voilà, c'est celui-là. C'est un peu, t'as qu'à faire comme Astérix, Baba au Rhum. Baba au Rhum. Voilà. Donc dans Baba au Rhum de Léon XIII. Alors Rerum Novarum, c'est vraiment la charte qui va donner toute la pensée sociale de l'Église jusqu'à nos jours. Hein. Tous les papes se réfèrent à Rerum Novarum, qui ensuite l'appliquent au temps moderne où ils sont. Hein. Mais les principes fondamentaux sont liés. Alors, La traduction à Matthieu, ça veut dire quoi? eh bien, des choses nouvelles, enfin, la nouveauté des choses, quoi. Rerum Novarum, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc aujourd'hui, on est obligé de parler de ça, du monde du travail, parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Et en même temps, toujours qui demeure. Alors, Donc ça affirme le juste salaire. 1891. Oui, de Léon XIII. Donc. Ce qui m'amuse, c'est de voir que maintenant on a Léon XIV. Donc, oui, il y a comme une continuité. Mais c'est clair, c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc ça affirme le juste salaire, l'accès à la propriété, les associations professionnelles et l'intervention étatique mesurée. C'est ça. Sans abolir la propriété privée. Si on s'arrête là, regardez aujourd'hui comme c'est mis en danger tout ça. Voilà. Être propriétaire aujourd'hui, alors vous avez travaillé toute votre vie, etc., ça devient presque un scandale. Hein, on vous regarde du doigt. Juste salaire. Comment ça se fait que maintenant, avec 2 salaires, les gens ne peuvent plus vivre, etc. C'est pas normal. Les jeunes, l'accès à la propriété, bien sûr, ça devient de plus en plus impossible. Hein. Les associations professionnelles, elles sont muselées dans beaucoup d'endroits. Enfin, c'est incroyable, quoi, comme ça devient de plus en plus compliqué, le droit de parler, simplement de s'exprimer. Je pense à la cause agricole, évidemment, la cause paysanne, mais c'est dramatique, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est très, très grave parce que c'est vraiment la cessation de notre souveraineté. Un peuple qui ne peut plus se nourrir par lui-même, c'est fini. Il est l'esclave des autres. Et qu'on a signé la charte de l'Europe. Et c'est ce qu'on a fait quelque part. On est esclave des autres. On est esclave pour la pharmacie, on est esclave pour les minerais, on est esclave pour... Il nous reste l'agriculture un peu, on va être esclave. Donc là, on est pieds et mains liés au bon vouloir des uns et des autres. Mais voilà, donc... Vous vous rendez compte ce qu'ils font aux médecins en ce moment, Eh oui. aux usines, aux écoles et tout. Oui. Les pères, on est dans un monde de furieux. Là. Oui. C'est furious. Mais c'est Voilà. ce que je veux vous dire, c'est ça le matérialisme, hein, c'est qu'ils considèrent que la personne humaine, elle n'est que... les gens, hein. Elle est peanut, c'est un rouage. Tu ne rapportes rien, on va rapporter mieux en faisant travailler ceux qui sont là-bas. Et puis par contre, toi tu vas payer, tu vas casquer. Hein. Considérés que comme des consommateurs. Oui. Mais on a le pouvoir quand même de ne pas consommer. Oui. Les produits qu'on nous impose. À nous de choisir. Il y a des mauvais notre façon de consommateurs. consommer. Mais à nous de choisir Oui. notre façon de consommer. Disons qu'il faut aider justement les circuits courts. Et vous voyez, j'étais à Caumont là, avec l'exploitation de pommes. Là, elle m'a dit on va essayer de faire venir les gens pour acheter des pommes à 1 euro le kilo, qui sont délicieuses en plus ces pommes. Mais elle m'a dit j'ai mon cousin, il a mis la clé sous la porte, il n'arrive plus. Pourtant il vendait aux secondes surfaces, hein. Il n'y arrive plus. Parce que le coût de main d'œuvre est trop cher. La marge, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Donc, c'est de notre faute à nous. Alors oui, un peu, parce que malheureusement... La responsabilité, ça c'est clair. c'est Mais vrai. oui, parce qu'au lieu d'aller au supermarché,
travailler. Non, Ouais, mais- dans un Il y a milieu aussi les salaires Moi, qui il rentrent en faudra ligne de finance compte. aussi. Et oui, il y a les salaires, parce que la personne qui la gagne moins, personne qui a un salaire qui est très faible, elle ne va pas pouvoir suivre. Exactement. elle va C'est un aller gros problème, les à salaires. Netto, elle va aller, bien Voilà. sûr, elle va... Parce qu'on ne peut pas, enfin, moi personnellement, on préfère tous des bons produits. Mais quand le prix est trop élevé, ben, vous vous retrouvez dans une situation où, ne serait-ce que pour se nourrir, hein, ne serait-ce que pour se nourrir, ben, vous achetez ce que vous pouvez encore acheter. Mais Laure, Oui. il y a 45 ans, le bio, il y était. Oui, Tout ce qui était bio y était. Mes beaux-parents le faisaient. Même avec le tabac, Mais les oui, tomates, bien les sûr, pâtes, le melon bien et sûr. tout ça. Et maintenant que le bio est revenu, le bio il a monté, je veux dire, parce que les gens C'est n'ont devenu un plus espèce de- confiance de vraiment la paysannerie et de ce qu'ils nous donnaient. Et le bio maintenant, les gens ne peuvent pas y aller. C'est pour ce que tu dis, c'est vrai, on ne peut pas les faire. Mais avec des petits salaires comme ça, et des grands-mères et des grands-pères, on ne peut pas. Moi, il y a 4 ou 5 jours, on m'a donné, les Giraud, ils m'ont donné 50 kilos de pommes, hein, et que j'ai mis sur les poubelles, que j'ai distribué à tout le monde, parce qu'il n'arrive pas à les vendre, Ouais. les pommes. c'est ça. Voilà. À 10 centimes, et voire 20 centimes, C'est je veux complètement dire, fou, hein. 5 pommes dans un sachet. Si tu mets en plastique, tu ruines la société, et si tu le mets dans un petit papier et tout ça, on te dit, comme quand tu vas à Fontaine de Vaucluse, quand tu fais taper tous les morceaux de chiffon pour que tu fasses un rouleau, je veux dire, pour faire une édite ou pour faire une prière pour le Seigneur. Mais ça, c'est grave. Alors, En ce moment. effectivement, Voilà, on est dans la politique là. Hein Moi, j'aimerais bien qu'on parle des croix en France. alors Jean-Paul Non, II, je veux dire, il y a des problèmes qui nécessitent une réflexion, mais qui soit une réflexion morale. Eh oui, c'est Voilà, la le morale. problème, c'est la morale. Quand vous êtes dans un matérialisme effréné comme ça, il y a plus de morale. il n'y a plus la morale. Et la morale, c'est ce qui nous retient de faire des choses comme ça. La morale, c'est le Si- partage. La si, morale, c'est voilà, c'est de respecter le produit qui est déjà à côté de toi. La morale, c'est de protéger ce que ton pays comment dire, produit. De mettre en avant. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif des autres, mais c'est d'abord... enfin, c'est complètement fou. Là, tu soulignais que Jean-Paul II souligne la réforme structurelle peut être précédée d'une réforme morale. morale, voilà. Mais Jean-Paul II va l'exprimer après. Il a écrit aussi une encyclique sur le travail lui-même, parce que lui, il savait ce que c'était que le communisme. Il venait de Pologne, et donc il a écrit aussi la grâce est destination universelle comme les biens. Les biens sont destination universelle. Il n'y a pas une propriété absolue, ni étatique, ni personnelle. C'est pour ça que le monopole est quelque chose qui est fondamentalement injuste. Et quand on arrive à des sociétés qui ont le monopole de tel produit, donc ils vont écraser les autres pour que personne ne puisse... Eh bien, ça pose de tas de problèmes ensuite, bien sûr, d'injustice en fait, de grande injustice. Il y a aussi la variante du monopole, c'est l'oligopole. Oligopole. Allez, oligopole. C'est aussi un problème parce qu'il suffit que les 4 ou 5 pôles se mettent d'accord. C'est C'est un ça. accord de cartel. Non, c'est ce qu'on appelle les GAFA, les data et tout ça, donc ils sont d'accord. C'est un accord de cartel, tout ça. Et nous, ça nous dépasse parce que c'est maintenant mondial. C'est-à-dire qu'on est... mais en fait, quand ils se réunissent ensemble, eh bien... alors oui, il y a quelques États, bon, il faut des États très puissants comme les États-Unis qui ont imposé des amendes assez... mais le temps que les procès se réalisent, seulement les communications, les grandes communications par exemple, ça prendra, je sais pas, 50 ans, 30, s'ils ont tous des avocats... Il faut démontrer que ce soit un accord de cartel, qu'ils se soient mis d'accord. Par exemple, on a pu le démontrer sur la téléphonie une fois, Oui. quand même. Sur la téléphonie en France, ils ont pu montrer que Bouygues, CFR, ils s'étaient tous mis d'accord pour avoir les mêmes... voilà. Donc ça, c'est aussi... Tu as raison, hein, c'est aussi des accords de branche. L'enseignement social traduit le Christ en principe de justice, charité, liberté et solidarité. C'est-à-dire que ça tourne autour de l'homme, en fait. C'est pour le bien de l'homme. Tout cet arrangement du travail et les biens matériels sont au profit aussi de l'épanouissement intégral de l'homme. Donc sa valeur, je dirais aussi, d'être social, en relation, d'être aussi religieux, en relation aussi avec Dieu et ses frères. Cette tradition vivante enrichie par Newman Blondel combat la sécularisation
par une relecture métaphysique, c'est-à-dire un au-delà de la métaphysique, l'esprit. Donc vous voyez, c'est ça en fait, on veut bien éventuellement que de temps en temps on puisse parler un peu de religion ou d'esprit ou de spiritualité, mais le monde du travail, non. Aujourd'hui, il y a un phénomène un petit peu d'inversion, parce qu'on a tellement épuisé la ressource humaine qu'on se rend compte que maintenant on est sur l'IA, on est sur la robotisation, etc. à outrance, et que ça pose un vrai problème aussi. Et des entreprises maintenant s'adressent à des coachs en entreprise chrétiens. Parce qu'il y a la doctrine sociale de l'Église qui remet toute sa place à la fois à la personne engagée dans le bien de l'entreprise, c'est-à-dire sa créativité, son élan créateur. Parce que nous sommes tous dotés d'une liberté, d'une intelligence, d'une volonté pour être créatifs, pour donner la vie en fait. Depuis celui qui est à la porte de l'usine et celui qui est en haut, le patron. Celui qui est à la porte, il doit être aussi dans un élan. Donc il faut le mettre dans des conditions de reconnaissance de son travail. Ce n'est plus une vision pyramidale, c'est une vision d'arbre, de vie, où chacun apporte et au service de l'autre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en ayant cette vision, eh bien, la société, l'entreprise, marchait drôlement mieux et était beaucoup plus efficace même et performante, mais toujours au service de l'épanouissement de la personne. Donc c'est en train tout petit peu, voilà, c'est en train tout petit peu de s'inverser, mais c'est encore très loin hein, parce que on est, comme tu disais, il y a les GAFA, les data et tout ça. Il y a eu une tentative quand même qui date de 1950 avec George-Edward Deming qui a déjà placé la personne au centre de la société, au centre de l'entreprise et qui n'hésitait pas à proclamer dans les nouvelles méthodes de management attention, les personnes sont très innovantes chez elles, elles n'innovent pas en entreprise, ce n'est pas normal, laissez-les s'épanouir en entreprise, organisez les systèmes. Et 40 ans plus tard, on a eu une démarche de qualité d'amélioration continue, qui elles-mêmes ont été trahies d'ailleurs, et qui sont retrahies d'une façon honteuse en ce moment. Mais il y a eu quand même un effort d'humanité à ce moment-là. Oui, au sortir de la guerre. Et les gens avaient le choix, s'ils voulaient travailler, dans les années 90, c'était le message, il fallait avoir une démarche d'amélioration continue, il fallait quelque chose. Ça a été bousillé, certes, mais il y a eu l'idée. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la RSA, qui vient justement un tout petit peu remettre un peu cette perspective humaniste, on va dire. Responsabilité sociale. Oui. Mais c'est en fait... C'est qui pourra le faire, ça. C'est pas les autres. Les hommes ne pourront jamais revenir en... Je veux dire, ils seront toujours une minorité et la majorité... Oui. Il faut revenir en arrière. Mais il n'y a que Dieu qui pourra rétablir véritablement la paix universelle. Il faut un moment qui est... Oui. De toute façon, ces systèmes-là, qu'ils soient marxistes ou capitalistes absolus, ils finissent par tourner à vide. Et c'est ça, et c'est là qui est dangereux parce que pour survivre, enfin, en tout cas pour rétablir, c'est souvent malheureusement les guerres qui vont venir un peu comme une solution ultime. Les guerres, non, elles sont utilisées. Oui, mais utilisées comme une solution ultime pour leur économie. Pour le fric, oui. Pour l'économie. Voilà. Et là, il ne faut pas l'oublier qu'il y a quand même une théorie de base qui dit que la guerre permet justement à une économie qui était en panne de redémarrer. Oui, absolument. Donc le problème, c'est que c'est pas basé sur Dieu, c'est basé sur l'argent. C'est maman. Oui, c'est maman. D'un côté ou de l'autre. C'est ça. Le pouvoir que donne l'argent. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, ça va ensemble. Absolument. Donc tu vois bien qu'en fait, il y a Dieu qui n'est pas là-dedans. Mais sans regarder la nature humaine. Vous regardez la nature animale, végétale. Eh bien, je ne sais pas si ça vous est amené certainement à regarder des émissions sur la nature. Et vous voyez comme des fois le monde est sauvage et vraiment cruel, c'est affreux. Alors, je serais, oui, mais je serais assez. Pour la survie. Voilà. Oui, mais il y a une dégradation. Je pense qu'il y a une dégradation. Je pense qu'il y a une dégradation. L'animal, il est obligé de s'adapter des conditions que lui donne l'homme. Il lui mange son territoire. Je veux dire, il est obligé de s'adapter. Et pour s'adapter, il doit chasser celui qui vient lui prendre, entre guillemets, son territoire, et ça devient une cruauté. Eh bien, l'homme, il est comme ça. Aujourd'hui, l'homme, il est comme ça. Mais il n'y a pas besoin de regarder des fois la nature humaine. La nature
végétale, animale, des fois, malheureusement, elle est très cruelle, elle est très... C'est-à-dire c'est terrible. qu'elle est obligée de s'adapter, effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est toujours au cœur de la nature, c'est l'entraide malgré tout. C'est-à-dire que même s'il y a des sélections naturelles, hein, c'est toujours au service de la vie pour que la vie puisse continuer à être. Parce que c'est ça le miracle de la biosphère, c'est qu'il y a une vie. Et moi, je pense que plus ça, je suis assez d'accord pour dire que l'homme, malheureusement, par tous ces bouleversements, pousse la nature dans des dérèglements. Il reste néanmoins que la nature a une force incroyable de s'entraider pour survivre au milieu de tout ça, ce qui est terrible. Alors, on va rester quand même sur le sujet, mais... Oui. Vous prenez le réchauffement climatique par rapport à la nature, dans son ensemble, végétal, animal, humain. Tout le monde est obligé de s'adapter au détriment de l'homme qui détruit. Oui, enfin, en tout cas, ça pose de vraies questions. C'est une réalité. Oui. Si on parle de religion. Alors, non, mais c'est intéressant, c'est important parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que ça nous ramène à ça. Alors le Quadragesimo Anno, 40 ans après, donc en 1931... Comment vous avez dit ça? Quadragesimo Anno, donc... Je ne le redirai pas. Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, 1891-1931, Pie XI ramène... non, c'est Pie XI, là, en 1931. Lui, il est face à la montée, alors l'étatisation du marxisme, puisqu'on a la révolution bolchevique qui est là, et aussi, bien sûr, le capitalisme aussi, qui commence à devenir aussi une idéologie implacable. Et donc, il va donc publier cette encyclique qui, en premier lieu, tout l'aspect de la vie économique est profondément changé. C'est ce que tous voient clairement. Vous le savez, vénérables frères et chers fils, l'encyclique de notre prédécesseur, il y a donc 40 ans, avait principalement en vue ce régime économique où d'ordinaire les uns fournissent le capital et les autres le travail. C'était ça, Rerum Novarum, il y a voilà, bon, mais pour une activité économique commune. Il décrivait en ces termes heureux, ni le capital ne peut se passer du travail, ni le travail du capital. Mais là, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais avec la diffusion de l'industrie moderne dans le monde entier, le régime économique capitaliste s'est répandu partout à tel point, particulièrement depuis la publication, qu'il a envahi et pénétré la vie économique, sociale, même de ceux qui sont en dehors, et imprime incontestablement à celle-ci ses avantages, ses inconvénients et ses vices. Et en un certain sens, lui donne sa forme et son allure propre. C'est-à-dire qu'il y a une mondialisation de l'économie capitaliste qui va se répandre dans le monde entier, qui va atteindre même les tribus les plus éloignées, etc. Et donc, donc il veut répondre un peu à ça. Quand nous portons sur ce sujet-là, nous avons en vue le bien non seulement de ceux qui habitent des régions vouées au capital et à l'industrie, mais de toute l'humanité, pour redonner la place à l'homme. Alors, en 1931, si vous regardez bien, la Chine n'était pas encore concernée par mais ça allait forcément venir. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait quelque chose quand même qui était vu, ça allait toucher même des endroits bien plus reculés et que ça allait poser des problèmes. Bien sûr. C'est-à-dire que l'organisation du travail, telle qu'elle a été pensée via l'Angleterre, puis ensuite les États-Unis, enfin, et puis toute l'Europe, etc., va devenir le modèle économique du monde. Et l'économie va devenir la première, je dirais, matrice de la vie en société. Et de la pensée. De la pensée, c'est-à-dire que c'est au lieu de dire, par exemple, on vous dit le moral des foyers. C'est quoi le moral des foyers? C'est pas du tout le moral au sens... non, c'est votre caddie. Oui. Combien est-ce que vous consommez? Ah ben, vous consommez moins, donc le moral est en baisse. Donc, en fait, c'est l'économie qui indique la moralité de votre foyer. Hein, vous voyez. Donc, ça me rappelle une interview l'autre jour que j'ai entendue sur le seuil de pauvreté. C'était donc dans un pays africain et il disait, vous considérez le seuil de pauvreté par rapport à des biens matériels que vous avez évalués, etc. C'est tant de revenus, etc. Il dit, mais nous, on a des couples qui ont juste une petite case, donc qui travaillent, qui ont tout ce qu'il faut pour manger, dont les enfants vont quand même à l'école. Ils n'ont pas financièrement les moyens que vous avez.
et vous les considérez comme en dessous du seuil de pauvreté. Alors qu'ils sont heureux. Ils sont plus heureux que nous. Oui, parce que vous voyez, donc nous, on a une valeur marchande Ils ont les fruits et légumes à côté. Oui, ceux qui étaient en Afrique, ils le savent. Du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Mais c'est cette mentalité de l'avoir voilà, c'est la possession qui donne un peu cette... et encore... Je peux vous donner un exemple. Oui. Vous prenez un conteneur qui vient de Chine. Un seul conteneur, vous voyez tout ce qui navigue sur la planète, sur les océans, utilise ce qu'une voiture qui roule normalement en un an. Un an d'une voiture. Alors, imaginez la pollution que ça peut engendrer, tous les conteneurs, tout ça pour la surproduction, pour que l'homme, entre guillemets, soit content de consommer. C'est ça qu'il faut revoir. C'est tout ce système qui bafoue tout. Parce que quand on consomme, on est dans une fuite en avant. Si vous regardez un petit peu la façon dont les gens vont parler... Oui, mais la conscience humaine, je veux dire, qui est-ce qui va pouvoir la remettre en équilibre? Laisse-moi finir. Le problème est que quand on demande aux gens où va leur vie, vous posez la question tous les mois, vous allez voir. Non, mais quel est le sens de leur vie en fait? Vous allez voir qu'en fait, ils n'y pensent jamais. Et le problème est que la consommation fait qu'on ne pense pas au but de notre vie. C'est buvons, mangeons, et puis on mourra demain. Du pain et des jeux. Oui, c'est ça. Mais on constate c'est la décadence. Oui, non, mais je dirais, il y a la décadence, mais on ne pense plus. C'est-à-dire, buvons, mangeons, mais on mourra demain, mais c'est pas grave. Je veux dire, mais mourir, c'est quoi? Mais mourir, au contraire, ce sera pour eux je sais pas, je sais pas. Pour eux, c'est... Voilà. On constate aujourd'hui que l'homme, plus il en a, le progrès lui a donné vraiment d'énormes opportunités, d'énormes... Et plus il a besoin, et plus il est malheureux. Oui, et plus il est malheureux. Par exemple, la publicité à Noël. Moi, ça me faisait... pour passer un Noël merveilleux, enfin, je sais pas, mais un Noël, on pourrait dire, magique, il faut avoir l'iPhone 14. Ouais. Alors, je dis, bon, l'iPhone 14, si tu n'as pas l'iPhone 14 ou 16, maintenant, je sais plus. C'est 17, alors je suis déphasé. Si tu n'as pas ça, donc tu ne peux pas passer à un Noël, c'est pas magique, ton Noël ne sera pas merveilleux. Je dis, mais c'est quand même fou que, heureusement, on assiste quand même, je vais vous donner quand même des lueurs d'espoir, on assiste quand même maintenant aujourd'hui à une réflexion, alors moi en tout cas en France, je l'ai vécu, avec des familles modestes, des familles même aisées, qui ne veulent plus entendre parler autre chose que de la famille, justement. C'est-à-dire que le trésor de leur Noël, c'est de se réunir ensemble, avec des petits rien du tout. Et d'ailleurs, il y a des systèmes maintenant où ils se font des petits cadeaux, ils vont tirer, enfin, c'est des petites choses, mais c'est le fait d'être ensemble. Et ça revient, parce qu'on ne peut pas tuer la nature comme ça, c'est pas possible. Donc, il y a un moment ou un autre, c'est en train de s'effondrer tout ça. Il y a encore ce mirage, mais ça s'effondre. Bon. Alors, par contre, ça fait des dégâts. Dans l'encyclique Quas Primas, le pape est intervenu quand même beaucoup par rapport au marxisme, parce qu'il voulait, il y a des jeunes qui arrivent, il voulait beaucoup aussi, face à la révolution bolchevique, parce que la tentation, oui, c'est Hugo et Nance et Kenny. Merci Nance, Kenny, Hugo, soyez bienvenus. On vous a gardé des gâteaux et il y a du chocolat aussi. C'est trop bien, hein? Vous pouvez y aller. Venez vous asseoir. Alors, justement, vous êtes la jeunesse qui est justement l'exemple type que le matérialisme, à un moment, il y en a marre, quoi. Voilà. Donc les jeunes aspirent à autre chose. Ils veulent trouver du sens à leur vie, parce on a perdu le sens. Le communisme, en fait, sa grande perversité, quelque part, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un peu un évangile inversé. Voilà. C'est de sa promotion. Donc l'athéisme, d'abord l'athéisme, qui est vraiment issu du matérialisme. C'est-à-dire que la religion, c'est l'opium du peuple. Nous, on va vous donner le paradis parce que c'est l'État qui va s'occuper de vous de A à Z. Il y aura le paradis sans classe. La lutte des classes, c'est pour éliminer les classes, et donc il n'y aura plus... Voilà. L'athéisme,
la négation de la propriété. On a vu évidemment que ça a été le tendon, le pied d'Achille, le tendon, comment dire, le tendon d'Achille, parce que précisément, ça ne marche pas. Les kolkhozes et tout ça se sont effondrés face aux petits lopins de terre des paysans qui gardaient pour eux un peu, parce qu'ils produisaient mieux et plus que dans ces espèces de trucs étatiques. Les sovkhozes et les kolkhozes et tout ça. Les sovkhozes, c'était totalement étatisé. Dans les kolkhozes, vous aviez une production qui était globale quand même. Et puis chaque agriculteur avait son lopin de terre. Et son lopin de terre, il avait le droit de le vendre. Et son lopin de terre rapportait plus. Il rapportait plus que ce que quand il cultivait pour le kolkhoz. Mais quand tu produis pour toi, voilà. Si c'est pour les autres, à un moment tu dis bon voilà. Donc voilà, pour travailler, il vaut mieux quand même que ça rapporte un peu. Et puis aussi la dignité donc humaine et de la religion, parce que l'homme est vraiment au service de la collectivité. C'est-à-dire que son droit de procréer, par exemple, au droit de ça a été évidemment mis à la pointe avec la Chine. Bon, la Chine qui contrôlait tout de A à Z, etc. Il contrôle tout. Tout, oui, il contrôle bien sûr. Mais il y a quand même, bon. Et puis, donc, tout ça est très important parce qu'on a ce côté matérialiste du capitalisme absolu qui a une certaine forme de réussite. C'est indéniable. Il y a en 40-50 ans, le progrès, je dirais, économique et matérialiste est évident. On a fait beaucoup de choses, mais en même temps, il y a un appauvrissement des valeurs spirituelles et morales, et qui fait que ça a engendré l'individualisme. Et donc, une perte de sens, un retrait, voilà. Tout ce qu'on peut imaginer d'une société purement où c'est l'argent qui est la valeur étalon. C'est pas la valeur humaine, c'est pas la dignité de la personne humaine, mais c'est l'argent. Donc voilà, on en sort. Enfin, j'espère qu'on en sortira, mais c'est encore là. Mais il faut qu'on soit là pour témoigner d'autres choses, et ça prend. Et de l'autre côté, donc il y avait le marxisme, et le marxisme, il faut dire aussi que le communisme, après la guerre, entre la guerre avec les nationalismes, avec donc le nazisme, etc. Au sortir de la guerre, la France a été libérée, bien sûr, à la fois par les Américains, et donc ils vont apporter aussi toute cette mécanique, par le général de Gaulle, bien sûr, et derrière le général de Gaulle, il y avait les FTP, et les francs-tireurs partisans, et derrière, c'était toute l'internationale, et la FFI, c'est ça, et ils avaient toute l'internationale. Et il ne faut pas oublier que d'abord le national-socialisme et le bolchevisme se sont entendus pour faire la guerre d'abord. En 1939. Ouais. Ils avaient signé le pacte germano-soviétique. Parce qu'au fond, c'est la même idéologie qui gère, encore une fois, matérialisme absolu contrôlé par l'État. On laisse le nazisme là. Le marxisme, le communisme rentre en force en France après la guerre. Le général de Gaulle ne se présente pas, il laisse l'État. Parce qu'après, après la guerre, il y a eu le Conseil national de la résistance, etc. Et derrière, Staline qui s'est installé et qui a vraiment étendu son empire, il s'est installé, mais enfin, avec les accords de Yalta, il s'installe vraiment et il devient une force politique extrêmement importante qui était déjà à l'œuvre avant la guerre. L'international communisme est une volonté de globalisation finalement, hein, une idée d'un monde qui serait totalement sous l'idéologie communiste. Comme on pourrait avoir, l'international, c'est une forme de totalitarisme de toute façon. On en a plein d'exemples, il n'y a pas que le communisme. Mais enfin, en tout cas, ils étaient bien présents et ça œuvrait. Et en particulier en France. En France, il y avait donc un organe du Parti communiste qui prônait l'international. C'était vraiment leur programme. C'est la lutte finale, etc. C'est l'international. Et en 46, bon, après la guerre, après tout ça, eh bien, ils sont arrivés avec une grande force au point qu'il y avait ce choix de société. Soit on suivait le marxisme et on entrait vraiment en France avec un gouvernement de l'international, soit on avait autre chose. Et en fait, c'est tout ce contexte qui est lié, encore une fois, au capitalisme absolu et puis au marxisme, etc., toute cette histoire-là qu'il faut bien comprendre,
qui va prendre une tournure, alors c'est là où on voulait en venir, une tournure spéciale, parce que la France était en grand danger de basculer vraiment dans l'international. C'était la guerre froide après, vous savez ce qui est devenu la guerre froide. Or, la France, elle a été un petit peu de deux côtés. Un peu. Il y a eu les deux blocs qui se sont affrontés, les États-Unis puis les pays de l'Est, mais la France était bien sûr présente, mais elle aurait pu basculer du côté de l'international. Et c'est là que, en 1947, oui, Donc, faut voir on va voir le contexte historique. Parce que, bon, on est en 1947, entre 1945 et 1947, il y a eu un rationnement extrêmement important, oui, puisqu'on sortait de la guerre, il n'y avait plus rien à manger, et on en était à 200 grammes de pain par jour. Donc, ça fait pas énorme. On était vraiment en train de... Enfin, il fallait faire de la reconstruction, il fallait repartir de zéro. Donc, au niveau social, c'était pas terrible, quoi. Hein. Il y avait vraiment une inflation qui dépassait les 60%. Donc, vous voyez, on était dans une situation terrible. drastique. C'est pour ça qu'il y avait Avec des salaires dérisoires, c'était socialement intenable. Là-dessus, vous avez donc effectivement des querelles partisanes tripartites, parce que c'est la 4e République et qu'il y a des accords qui sont machin. Ça vous rappellera des choses, je ne sais pas, avec un scrutin proportionnel, un tripartisme. Et puis, bien sûr, les deux superpuissances qui s'arrachent le monde. Hein, donc, vous voyez, on était dans une situation où ça pouvait vraiment... Oui, par exemple, un chiffre, en France, à l'époque, la ration de pain tombe à 200 grammes par jour en août 1947, moins que sous l'occupation allemande. L'inflation dépasse donc des 60%. Donc, vous imaginez donc, ce que ça voulait dire. Hein. C'est extrêmement lourd. Là-dessus, donc, vous avez la CGT qui était liée avec le Parti communiste à l'époque, hein, qui donc portait la révolte un peu partout. Et on est dans des grèves qui sont insurrectionnelles. On crée un coup d'État communiste, en fait. Hein. Et à l'automne 1947, les grèves sont massives, avec les chemins de fer, les mines, l'électricité. Ça paralyse complètement le pays. Rien de nouveau sous le soleil, vous voilà. direz. La grève. Le PCF, qui est passé dans l'opposition à ce moment-là, encourage les mouvements pour déstabiliser le gouvernement qu'il appelle pro-américain. Et il y a des sabotages et de la violence qui s'instaurent, avec des trains qui déraillent. On fait dérailler le Paris-Lille, et ça fait quand même 20 morts. Hein. Des usines qui sont occupées, des affrontements sanglants qui ont lieu avec les forces de l'ordre. Et donc, c'est un climat de peur, avec un gouvernement fragile, un pays à bout de souffle, de Robert Schuman, affamé et politiquement coupé en deux. Donc il y a vraiment un grand risque d'insurrection et surtout de prise en main du pays par l'idéologie marxiste de l'international en fait. Et donc si la France devient communiste à l'époque, donc liée au parti, l'international, ça devient, comme on peut imaginer, un satellite de la Russie, hein, de l'Union soviétique. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Ça l'était déjà d'une manière secrète. Ils essayaient d'avoir des liens. Et c'est là qu'il y a les apparitions que Maxence est allé voir cet été. À l'île Bouchard. Tu peux un peu expliquer Oui, merci Maxence. Oui, j'ai mon fils. Mais moi j'y suis allé aussi. Qu'est-ce qui est déjà allé à l'île Bouchard? Qu'est-ce qui est allé à l'île Bouchard? Toi et toi, voilà, l'île Bouchard. Voilà. J'y suis allé d'ailleurs pour l'anniversaire. Maxence, c'est où l'île Bouchard? En 2027. En 2007. Non, oui. C'est plus, on va dire dans. Lui, c'est l'ouest, c'est le nord, oui, quoi. Il faut comprendre. Oui. Non, on est au centre, enfin, dans le centre de la France quand même. On va dire, c'est vrai vers l'ouest, mais tu n'es pas en Normandie, non. Tours. Si la Normandie, c'est très loin. Alors, Pontmain, c'est un peu. Voilà, c'est Pontmain. Si tu veux. Non, c'est pas très loin. On marque, j'exagère un peu. Est-ce que c'est l'Indre-et-Loire? C'est peut-être l'Indre-et-Loire, peut-être. Oui, c'est l'Indre-et-Loire. Donc... On ne sait pas la violence, quoi. C'est pas la violence. T'avais, Pellevoisin, tiens. Pellevoisin. C'est un peu plus au sud. Oui. Voilà, donc Tours. Alors là, on est du 8 au 14 décembre 1947, pendant l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Hein. Donc, et on est vraiment à la veille de l'explosion. De l'insurrection et du blocage du pays. Hein. Voilà.
Alors, il y a 4 petites filles, Jacqueline et Jeanne Aubry, Nicole Béguin et Laura Croison, qui affirment avoir vu la Vierge et l'ange Gabriel dans l'église paroissiale Saint-Gilles. L'ange Gabriel, bien sûr. Voilà. Vous le voyez aussi, mais c'est pas pareil. Donc Jacqueline Aubry, c'est l'aînée, hein, elle a 12 ans et c'est la porte-parole du groupe, c'est celle qui va raconter les choses. C'est elle qui dialoguait principalement avec la belle dame. Oui, j'ai eu la joie et la grâce de rencontrer plusieurs fois, et elle est venue d'ailleurs faire d'avoir vu raconter elle-même les apparitions. Elle était suivie par les moines de Pogombo. Elle est décédée il y a 1 an. Il y a 1 an ou 2 ans, oui, c'est fait. Elle est décédée en 2016. Ah oui, ça fait plus, ça fait plus. Oui, donc ça fait 1 an et quelques. Alors son parcours. Elle est devenue institutrice dans l'enseignement catholique. Elle est restée célibataire, elle a consacré sa vie à son métier et plus tard au témoignage des apparitions. Elle a rejoint la communauté de l'Emmanuel à la fin de sa vie et elle est décédée le 15 mars 2016 à l'âge de 80 ans. Donc on l'appelle Jeannette. Voilà, on l'appelle Jeanne. Voilà. Jeanne Aubry, ah oui, Jeanne Aubry, Jeannette, c'est ça. Elle sa avait sœur. 7 ans. C'était sa sœur cadette. Elle était la plus jeune des voyantes. Alors son parcours, elle a eu une vie professionnelle variée, travaillant d'abord comme ambulancière à Paris, avant de s'orienter vers l'informatique. Elle est également restée célibataire et elle est décédée le 2 décembre 2011. Voilà. Nicole Robin, elle avait 10 ans, c'était la cousine de Jacqueline et de Jeanne. Ses parents étaient cultivateurs près du village. Elle est la seule des 4 à s'être mariée. Elle est devenue à ce moment-là Nicole Robin-Papin. Elle a fondé une famille, a vécu de manière très discrète, loin de l'attention médiatique. Elle est décédée le 21 novembre 2018. Et Laura Croison, elle avait 8 ans. C'est une amie et voisine des sœurs Aubry. Elle venait d'un milieu familial plus précaire et difficile. Sa vie a été marquée par de nombreuses épreuves, avec une santé fragile, des difficultés personnelles. Elle s'est mariée, a eu des enfants et elle est décédée la veille de Noël, le 24 décembre 1999. Et le fait qu'elles n'ont jamais cherché la célébrité, ni le profit financier, ça compte aussi, hein, que leur récit a toujours été uniforme, jamais il n'a varié au fil des décennies. Elles ont repris une vie normale, naturelle, voilà, dès la fin des apparitions, malgré la pression des curieux et des journalistes. Tout ça, ça a été le facteur qui a fait que l'apparition a été reconnue. Voilà. Comme un peu un pont-main. Comment ça se fait que la majeure partie des apparitions, elles sont féminines Ce sont des voyantes, tu veux dire des voyantes, c'est ça. Qui ont vu oui, c'est ça. la Vierge. Oui, c'est vrai. Pas, je ne sais pas, Padre Pio. Non, on va dire pour la Vierge Marie. Bon, alors il y a Vierge Marie, c'est vrai que... Quand on parle de pourcentage, moi j'entends souvent. Oui, il y a Lourdes. On écoute mieux. Ça doit être ça. On est moins distrait. Oui, il y a un petit verger, Maximin. Je parle en majorité. Oui, en majorité, mais tu as raison, mais ça, bon... Oui, mais voilà, il était accompagné de 2 filles qui le calmaient, voilà, c'est ça. Non, surtout que François Fatima, il n'entend pas. François, il voit, mais on lui répète, Jacinta et Lucia lui répètent, oui. Mais bon, là, écoute, on sera au ciel. Hein. Effectivement, nous, on a une autre vocation, nous. On est là pour protéger les filles. Quoi. Voilà. On est là pour protéger les filles. Voilà, chevalier. Puis leur dire aussi, tais-toi de temps en temps. Merci, mon père. Non, mais c'est vrai, bon, c'est comme ça. À quoi tu as Juan Diego quand même tout à fait, à Guadeloupe. Ah oui, à Guadeloupe. Alors, ce qui est important, parce que donc c'est l'inauguration de la porte, je vais partir dans 3 minutes. Tu vas vraiment faire tout le déroulé. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de vous laisser avec cette idée que, oui, la Vierge Marie est intervenue, et elle est intervenue pour dire, et ça va avoir une incidence sur la France, qui ne tombera pas justement dans l'international, le marxisme, le communisme. Elle est intervenue en disant qu'elle était Notre-Dame de la Prière. Notre-Dame de la Prière. Donc ce titre de Notre-Dame de la Prière, c'est le titre vraiment précis de l'île Bouchard,
où on apprend à prier. Voilà. C'est que des petites filles, donc ces petites filles qui sont Oui. douces, fragiles et aimantes. Comme dans Martine. leur petit foyer. Voilà. Mais si, comme Martine. Alors donc, gardez ça parce que le grand levier face à tout le combat spirituel contre le diable, c'est la prière. Partout c'est comme ça. Contre le marxisme, les bolcheviks, etc., c'est la prière des babouchkas qui emmenaient leurs enfants avec leur petite icône. Comment il y a eu l'apparition Dans le monde, ça c'est énorme. Je ne peux pas te dire, mais regarde, au Venezuela, il y a une apparition aussi, là, je ne savais pas qu'il y avait une apparition, que Jean-Paul II a reconnu d'ailleurs aussi, enfin, il est allé prier, à un petit Indien, à peu près à la même époque que Guadeloupe. Hein. Il y en a partout des apparitions, mais authentiques. Il y en a au Brésil, en Afrique, en Asie. Non, c'est énorme. Comment la Vierge Marie vient au secours de ses enfants. Mais c'est Notre-Dame de la Prière. Et vous verrez, il y a le récit, je vais vous le laisser maintenant, parce qu'il faut que j'y aille, mais je vous embrasse tous.